Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 6 octobre 2024, amis internautes, bonjour et bienvenue sur ESAE TV. Il est 8h, c'est l'heure de l'invité. Nous recevons pour vous aujourd'hui un homme politique. Il est le président d'un parti politique. Il a pour nom Expérience TV. Monsieur TV, bonjour. Bonjour, monsieur Carl. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Merci et je vais vous recevoir ce matin avec ma complice de tous les dimanches, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Canis Kitomo. Comment ça va ce dimanche? Ça va bien. Super, ravi de le savoir. Merci. Ok, tout de suite, nous allons démarrer cette émission. Je vais vous donner l'opportunité de prendre les nouvelles de Monsieur Tebe. Alors, bonjour, Monsieur Expérience Tebe. Madame Nasrine, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré l'occupation. Votre agenda a aussi chargé, si je peux m'exprimer ainsi. C'est moi. Alors, nous allons parler politique, comme le dit bien le titre de l'émission, l'invité du dimanche. Alors, on va parler de l'actualité politique au Bénin. Vous êtes le président d'un mouvement politique au Bénin. Alors, dites-nous, comment se porte le mouvement populaire de libération? D'abord, je corrige, je ne suis pas président d'un mouvement, je suis président d'un parti politique qui est intitulé Mouvement populaire de libération. Merci. Et notre parti se porte très bien, comme un charme. Et vous savez que nous sommes le plus jeune parti de l'opposition à avoir pu participer aux dernières élections législatives en 2023. Et malheureusement, on n'a pas pu lever des sièges, mais très tôt, nous nous sommes remis sur le terrain pour raffermir nos bases, nos structures, travailler davantage pour pouvoir nous aguerrir davantage pour les échéances futures. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine forme. Je peux dire, nous sentons dans la meilleure de nos formes parce que, et comme vous l'avez constaté sur l'actualité, beaucoup d'autres mouvements politiques nous ont rejoints pour resserrer nos rangs, et les rangs de la jeunesse, afin de pouvoir dire notre mot de façon qualitative pour les échéances de 2026. Alors, parlons justement des échéances de 2026. Comment le MPL se prépare-t-il? Oui, comme je viens de le dire, nous nous préparons très bien. Et avec l'arrivée d'autres partis, d'autres mouvements et de concert avec les partis politiques de l'opposition, nous sommes en train de retenir ensemble une stratégie commune pour aborder ces élections. 2026 est proche, mais encore loin, et on ne va pas se lancer dans des conjectures pour étaler ici. Même si le peuple béninois le mérite bien, ce n'est pas le moment d'étaler la stratégie avec laquelle nous comptons aborder ces élections. Ce qui est sûr, avant ces échéances, nous aurons l'opportunité de venir expliquer comment est-ce que, parce que vous savez que les conditions dans lesquelles nous abordons ces élections sont assez confuses en ce moment. Nous nous retrouvons avec un code électoral qui est contesté, qui n'est pas partagé par l'ensemble des acteurs, des acteurs politiques. Et donc, le combat à ce niveau n'est pas terminé et on ne saurait vous dire avec précision dans quelle posture
nous comptons aborder cette échéance. Et quelle est la position du MPL par rapport à ce code électoral, puisque Nous vous l'avez l'avons- évoqué? Nous l'avons dit à plusieurs reprises, ce code électoral est exclusif. C'est comme comment on va dire, c'est la majorité qui essaye de définir les règles qui l'assied pour empêcher l'opposition de pouvoir gagner les élections. Mais nous avons dit sur tous les toits et partout qu'il est nécessaire, dans le sens de préserver la paix et la quiétude dans notre pays, de bâtir, de continuer par bâtir notre nation dans un élan d'unité, qu'il est nécessaire de relire ce code électoral. Donc nous continuons d'espérer que la mouvance qui constitue la majorité actuelle à l'Assemblée entendra raison pour que certains articles, certaines dispositions que nous estimons chrysogènes, Est-ce que vous exclusives. pouvez nous citer les dispositions. points que vous pensez qu'on doit revoir sur ce code? Oui, il y a l'article 132 nouveau qui parle de 15% de parrainage pour l'élection présidentielle, et également l'article 146 nouveau qui parle des 20% de suffrage pour être éligible à lever des sièges dans les circonscriptions. Ces deux dispositions, bien que les uns estiment que c'est pour renforcer le système partisan, les grands regroupements et autres, nous estimons que, au regard des élections passées, si aucun parti, lorsque ce seuil était à 10%, on a pu seulement avoir 3 partis politiques qui ont pu obtenir valider des sièges à l'Assemblée. Si aujourd'hui on ramène ça à 20%, on se demande quel parti... Est-ce que vous pouvez y arriver? Voilà. Donc, ces dispositions pour nous sont de nature à ne pas permettre une certaine inclusion de toutes les formations politiques. Et ça fait partie d'une de nos revendications au niveau de l'opposition en ce moment, pour que toutes les formations politiques qui existent aujourd'hui puissent participer aux élections. Le peuple décidera. Bon, maintenant, à défaut, et ça il faut le dire, il ne faut pas que nos revendications ne sont pas rédhibitoires à notre participation à ces élections de 2026. Quelle que soit l'issue des discussions en cours en ce moment, l'opposition fera tout possible pour participer à ces élections en réponse à l'espoir que porte le peuple en nous au niveau de la classe politique de l'opposition. Est-ce qu'on peut comprendre par là que vous avez peur que votre parti ne pourra pas réaliser les scores exigés, le parrainage et les 20% pour lever des sièges? Ce n'est pas la peur. La question n'est pas la participation ou non du mouvement populaire de libération aux élections. Mais la question va au-delà de ça. La question, c'est la participation de toutes les sensibilités politiques. Vous savez qu'en 2019, nous avons connu une assemblée monocolore, que nous avons appelée monocolore. Il ne faudrait pas et avec son corollaire de difficultés, de problèmes sociopolitiques, des gens qui se sont retrouvés en prison, une crise latente dans le pays, et tout ça, lorsque des conditions de paix ne sont pas réalisées dans une nation, on n'est pas sûr de continuer par bâtir le pays dans la sérénité. On n'est pas sûr de pouvoir régler les problèmes sociaux et les problèmes économiques de nos concitoyens. C'est pour ça que les nouvelles dispositions qui renforcent encore l'exclusion et qui sont déjà prémonitoires d'une certaine assemblée encore exclusive, c'est ça que nous combattons. Sinon, la question n'est pas que M. Tebet soit député ou non, ou bien pas. Non, la question n'est pas là. La question, c'est que toutes les sensibilités puissent se retrouver à l'Assemblée et que dans un débat d'idées, comme dans toutes les démocraties que nous envions, nous puissions construire notre nation ensemble, l'opposition et mouvance. Mais si, avec ces nouvelles mesures introduites dans le code, on se retrouve encore, par exemple, à tomber dans une situation d'assemblée monocolore. Voyez-vous ce que ça peut créer? C'est notre crainte.
les défenseurs de ce code ont quand même trouvé judicieux de mettre toutes ces dispositions parce qu'ils estiment que chaque parti doit avoir une assise nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le MPL couvre suffisamment le territoire national ou bien est-ce qu'il a le moyen de couvrir suffisamment le territoire national pour se donner l'espoir de lever des sièges un peu partout dans le pays? C'est vous qui posez les questions. Oui. C'est pas moi qui pose les questions. Sinon, j'allais vous demander, mais les partis dits aujourd'hui d'envergure nationale là, sont nés quand? Le MPL est né avant, par exemple, les démocrates. Que vais-je dire encore? Ce que je veux dire est ceci. Ce n'est pas... l'âge du capitaine n'indique pas le sens du bateau. Donc c'est tout juste pour notre information, c'est pour dire quoi? Participer à d'autres séances. Bien sûr. Pour dire quoi? Il faut que notre pays ne va pas continuer, on ne va pas faire il faut donner l'opportunité à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer, d'aller aux élections et au peuple de décider. Ceux qui sont derniers, qu'on pense être derniers aujourd'hui, peuvent devenir premiers demain. Oui. Et les premiers peuvent devenir derniers. C'est dans le jeu politique. Donc, nous, c'est ne pas empêcher des forces politiques de participer aux échéances, c'est ce qui nous dérange. Par des mesures, des jeux de dispositions qui tendent à exclure. Laisser l'opportunité à toutes les sensibilités politiques de participer et au peuple de décider. Nous en sommes arrivés là parce que les partis politiques eux-mêmes au Bénin ont souhaité qu'il y ait quand même des dispositions pour limiter, parce que nous avons tous estimé qu'il y avait trop de partis politiques et les politiciens sont montés au créneau et il y a eu des dispositions pour le changer. Maintenant, les dispositions sont contestées. Où est-ce qu'il y a eu mal donne? Je suis peut-être d'accord avec vous que hier, dans un passé récent, nous étions à plus de 250 partis. Mais aujourd'hui, on en a à peine 12 ou 13. Mais c'est sous l'effet de ce code quand même. C'est ce code qui nous en a amené là. Alors, l'esprit est-il qu'il faut continuer par restreindre l'espace politique pour se retrouver à un parti unique? Madame Nasri, la démocratie en souffrirait. Je suis d'accord. Je ne veux pas croire que c'est ce que vous souhaitez pour notre pays. La démocratie en souffrirait. Alors, donc c'est pour dire que le niveau auquel on est venu dans l'application de cette nouvelle charte, et on est passé de 250 à 13, on peut, même si ce n'est pas encore l'idéal, on peut s'en féliciter d'avoir fait un progrès et ne pas chercher encore à pousser loin le bouchon. Laisser Je vais vous dire par exemple ceci. Là, en ce moment, il y a un nouveau parti politique qui était en gestation, vient de nous rejoindre. Et les accords sont déjà scellés et nous le rendrons public tout à l'heure. Parce que ils ont trouvé les dispositions satisfaites. Ils ont déposé leur dossier normalement et attendant le récépissé, on leur a fait de nouvelles explorations qu'ils devaient lever. Ils ont trouvé contraignant la démarche d'aller jusqu'à l'obtention de récépissé. Ils ont décidé parce qu'ils ont vu que notre vision, c'est un parti de jeunes également, notre vision est proche de la leur. Ils ont décidé de se joindre à nous, de faire fusion à nous. Donc, c'est pour dire quoi? En l'état actuel des choses, cette charte a déjà contribué de façon significative à cernir l'échiquier politique et chercher à continuer à restreindre l'espace pourrait être perçu comme une volonté d'étouffer des voix discordantes, une volonté d'en venir à un parti unique qui aura seulement pour rôle de louanger, de chanter les dithyrambes d'un seul régime. C'est ce que nous ne voulons pas. Non, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le MPL fait pour que il y ait quand même une relecture de ce code électoral? Parce que sans relecture, ça veut dire que ce sera l'instrument qui sera utilisé en 2026 et nous créons beaucoup de choses. Tout à fait, M. Kall. Et nous avons saisi les organisations de concert avec les autres collègues de l'opposition. Nous avons saisi les organisations internationales. Nous avons saisi la CEDEAO, d'ailleurs, que nous avons reçu il y a quelques semaines à Cotonou. Oui. Nous avons également échangé avec la société civile, les organisations religieuses, le clergé, etc. En fait, toutes les forces vives de la nation, et nous avons échangé avec eux, qui sont en train de faire le plaidoyer avec nous, qui nous ont écoutés et qui sont sensibles aux préoccupations qui sont les nôtres, parce que c'est les préoccupations de nos concitoyens que nous portons.
après tout. Ce n'est pas le vœu de M. Tebet ou de son parti, mais la majeure partie de nos concitoyens veut que l'espace soit libéralisé, que les uns et les autres puissent avoir l'opportunité de s'exprimer, de parler de leur pays, que l'offre politique soit diversifiée, qu'on ne sente pas une marche forcée vers une privatisation de l'échiquier politique. D'accord, on vous aura compris sur le sujet et nous restons collés au code électoral. Oui. Le code n'est pas une loi qui est en dehors de la République, il y a d'autres lois qui l'accompagnent. Oui. Et nous avons la charte des partis politiques. Et conformément aux dispositions de cette charte, la Sénat a fait une séance, a rendu public un rapport la dernière fois de suivi et de contrôle. Et chaque parti a été saisi, les recommandations ont été faites. Et est-ce qu'on peut avoir idée de ce qu'on a recommandé au MPL pour être réglo en bref? Non, j'aurais aimé, M. Kal, que vous commencez par féliciter notre parti d'avoir... Ça vous avez dit réglo entre griffes, parce que vous êtes déjà réglo, cette partie de l'été. D'avoir fait partie de ceux qui, pour la plupart, sont en règle pour vraiment, les dispositions de cette charte. J'ai manqué de le faire, c'est toutes mes excuses. Félicitations. Voilà, merci, M. Kal. Honnêtement, moi, je ne savais même pas que vous auriez fait ce score. Ah oui, personne quand je l'ai vu, attendait. J'ai eu quand même point de satisfaction. À l'UMPL, c'est quand même assez sérieux comme ça. Bon, voilà, merci et surtout merci à nos compatriotes, à nos sympathisants, militantes et militants qui, de jour en jour, œuvrent pour que nous puissions être, comment je vais dire, réellement ce parti de la jeunesse qui offre une alternative crédible. Et comme vous l'avez su à travers ce point que la Sénat a fait il y a quelques jours, le MPL, pour la plupart des dispositions de la charte des partis, les dispositions qui régissent le fonctionnement des partis respectent les dispositions légales et réglementaires en la matière. Il faut dire que le contrôle de la Sénat, dans ce sens, c'est spécifiquement sur l'existence fonctionnelle des sièges, des sièges nationaux et des sièges départementaux. Ensuite, le contrôle va au niveau de la gestion comptable, les documents comptables des partis, le fonctionnement des comptes, etc. Donc, en termes de recommandations, globalement, pour notre parti, il n'y a pas grand-chose. Mais les observations mineures qui nous ont été formulées sont en train d'être levées et il s'agit au niveau administratif de prendre quelques dispositions. Mais notre parti, à la date actuelle, respecte les dispositions de cette charte pour l'essentiel. Nous allons vous féliciter une fois encore parce que merci, vous avez fait quand même un score. Oui, parce qu'à côté, il y a d'autres partis dits grands qui n'ont pas pu. Bon, voilà. Oui, mais bon, pour que tout cela soit aussi bien, il faut de l'argent. Et nous savons que le MPL n'a pas pu avoir 10% aux dernières élections pour prétendre à émerger là où on sait. Oui. Et comment est-ce que le MPL se finance? Mais oui, d'accord. Avant de revenir à votre question, et pour avoir accès au financement public, il faut avoir participé et obtenu des élus. Oui. Les maires et députés. Les maires et ou députés. Voilà. Maintenant, lorsque le parti se crée, avant d'aller d'aller à l'assaut des sièges là, le parti doit fonctionner. Forcément. Pour créer un parti, il faut d'abord des moyens. C'est pour dire que le fonctionnement de nos partis repose d'abord essentiellement sur la participation de ses initiateurs, des membres. Même les cotisations, pour le dire, on ne s'en cache pas. Les militants n'arrivent pas de façon assidûment à faire les cotisations réglementaires. Mais nous avons des bonnes volontés appuyées par les responsables, les principaux responsables qui essayent de participer aux charges de fonctionnement du parti. C'est pour ça que, c'est peut-être là que les uns vont voir de grands et de petits partis. Un parti qui a pour appui principal un chef d'État en exercice ou un ancien chef d'État
Et vous convenez avec moi qu'ils n'ont pas la même capacité de mobilisation que nous autres, qui devons compter sur nous-mêmes d'abord et les bonnes volontés, les militants, surtout dans un contexte social très étriqué, dans un environnement aujourd'hui où le chômage est devenu presque une fatalité. Vous convenez que, et c'est dans cette masse de jeunes-là que la plupart de nos militants se retrouvent. Donc il est difficile de mobiliser les moyens par uniquement les adhérents, nos membres, mais la plupart des responsables continuent de s'échiner pour contribuer au fonctionnement du parti. Ben, le MPL, c'est le mouvement populaire de libération. Oui. C'est pour libérer quoi ou qui? Qui a-t-il à libérer au Bénin, si je peux m'exprimer ici? Oui, Madame Nasrine, nous sommes avant toute chose des êtres humains en quête de liberté. Même, je suis sûr que même vous qui êtes là ce matin avec moi, vous travaillez quotidiennement à plus de liberté. Ouais, chez vous, même dans votre espace de travail et partout. Le MPL, si je peux faire une petite rétrospective, est né en 2000. D'abord, nous avons des suites de nos contestations des élections de 2019 que un groupe de jeunes a décidé d'aller vers la formalisation pour avoir un espace légal d'expression. Merci. Alors, donc, c'est finalement en 2020 que nous avons pu voir le jour naître et dans la foulée, essayer notre première participation au communal de 2020. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin, la situation politique du pays, depuis lors, est un peu particulière. Un peu particulière en ce sens que l'espace politique est de plus en plus restreint. On va vers une certaine privatisation entre griffes de l'espace politique. Et c'est justement à ça que notre parti a voulu donner une solution en cherchant à libérer le peuple. Donc c'est le peuple entier que nous voulons libérer. C'est pour le Bénin que nous voulons un peu plus de liberté individuelle, les libertés individuelles et les libertés collectives. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Voilà qui est plus clair. Voilà. Mais je voudrais savoir, en 2026, nous allons avoir les premières élections générales au Bénin. Oui. Et est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut pour le développement de notre pays? Je pose la question parce que quand toutes les élections seront liées, c'est que toutes les institutions vont se tenir quelque part. Oui. Est-ce que quand on aurait besoin d'un changement, est-ce que ça va pas être compliqué? On a observé un peu au Sénégal, le nouveau président est venu, il a décidé de dissoudre l'Assemblée, il y aura 2 élections. Est-ce que les élections générales vont laisser ces marges de manœuvre? Est-ce que ça ne va pas coincer, en griffe un peu le fonctionnement? Et votre appréciation? Bon, il faut dire que toute réforme ne peut être évaluée qu'à l'aune de son expérimentation. Vous êtes pour la libération. Et est-ce que on tend vers plus de liberté ou moins de liberté avec les élections générales? Aujourd'hui, l'espace politique est presque confisqué. Donc, à partir de ce moment, d'abord même, les élections, et ça, c'est pas... Moi, je ne vous apprends rien, que depuis 2019, les élections ne sont pas organisées par le régime de la rupture, ne sont pas comme celles que nous vivons auparavant. Et donc, cette réforme qui est venue, que la majorité actuelle a voulu mettre en œuvre, ils disent justifier ça par limiter le coût et le fonctionnement. Ça perturbe énormément la vie politique, la vie nationale aussi. Alors, si tout le monde veut bien, nous voulons les formations politiques, nous voulons qu'on dépense moins dans les élections. Oui. Nous voulons que le pays se mette plus au travail. Le Bénin a besoin, effectivement, de mettre ses enfants au travail. Sur ça, nous sommes d'accord. Maintenant, si les élections-là sont organisées de façon consensuelle avec toutes les sensibilités politiques,
permettant la participation vraiment de tous les partis politiques qui existent sur l'échiquier, un problème ne se posera pas. Mais si derrière l'esprit serait de confisquer l'espace politique, de confisquer davantage l'espace politique pour retomber dans plus de restrictions, vous convenez avec moi que cela va poser des problèmes. En fait, au fond, c'est ce que je veux dire. Donc, a priori, on ne peut pas dire et coupler les élections est mauvais ou bon, mais c'est l'esprit. L'esprit qu'il y aura derrière, à la mise en œuvre, si on permet à toutes les formations politiques de s'exprimer, on leur permet la libre participation de toutes les sensibilités politiques, je crois qu'aucun problème ne se posera. Alors, monsieur Expérience Deber, vous aurez compris. Moi, j'ai quand même une question à vous demander, vu que l'on parle du code électoral des élections générales. S'il fallait aller en alliance, quel parti le MPL choisirait-il? À l'étape actuelle des choses, les alliances ne sont pas possibles. Et nous projetons déjà dans le futur. Voilà, de jeunes partis vous ont rejoint. Ça veut dire que le jeu a commencé quelque part. Il va forcément se renforcer d'ici là. Pour nous, s'il faut s'allier avec d'autres partis, je crois que nous apprécierons le moment venu. Les responsables du parti vont apprécier. Ce ne sera pas ma décision. C'est vraiment politique votre réponse et j'aime bien. Ça ne gêne en rien. Mais nous allons rester collés à l'actualité politique nationale pour dire que récemment, nous avons découvert un personnage qui a fait parler de lui et qui a remué un peu la République. Je veux évoquer un nom. On parle du frère Rumvi. Le frère Rumvi, c'est qui? Vous le connaissez? Pas comme ami, mais qu'est-ce que vous en savez, le frère Rumvi? Non, personnellement, je ne connais pas le frère Rumvi. Je ne le connais pas, mais si vous voulez le savoir, il faut être honnête. Et je suis ses chroniques, comme la plupart des Béninois. Oui. Et bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'amalgames après l'arrestation de M. Amoussou. J'allais vous poser une question par rapport à Moussou après. Parce que restons sur là, pour le moment, moi, je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit. Ok, moi avec vous également. Donc, concernant le frère Rumvi, c'est un avatar qui a une certaine façon singulière de faire les dénonciations avec beaucoup d'acrimonie et beaucoup d'invectives. Bon, voilà, c'est sa façon de s'exprimer qui est différente de la nôtre. Puisque nous avons choisi, nous, d'opérer à visage découvert, en toute responsabilité, nous respectons les dispositions en la matière en ce moment, et donc nous dénonçons avec beaucoup de prudence, je vais dire, et tout en respectant les lois qui sont encore là, en attendant qu'on les change. Voilà. Parce que vous avez évoqué le nom et vous avez parlé de Steve Amoussou. Oui. Nous ne voulons pas coupler les deux personnages, mais quand on est dans le cas de Steve Amoussou, comment est-ce que vous appréciez tout, je vais dire, le feuilleton, André? Oui. Ce qui sera devant le juge demain, 7 octobre. Oui, voilà. Par contre, Steve Amoussou, le citoyen Steve Amoussou, que nous avons vu et arrêté d'une façon qui ne respecte pas les droits humains. Arrêté, vous avez dit. Oui, il a été appréhendé en dehors du territoire national d'une façon qui ne respecte pas les droits humains et les textes de notre République. C'est un citoyen béninois. Donc, ne devrait pas être arrêté de cette façon. Donc, nous sommes unis avec d'autres forces de l'opposition pour dénoncer la chose. Monsieur Karl, si ça vous arrivait, nous ferions la même chose. Le MPL ferait la même chose, Madame Nasrine. Si on vient vous arrêter, que ce soit sur le territoire national ou en dehors du territoire national, de façon illégale, nous allons fustiger ça. Et ça a été notre attitude lorsque nous avons appris que M. Amoussou a été arrêté. Et voilà, nous nous sommes opposés à cette façon d'opérer. Et si c'est à refaire, nous le referions. Parce que nous sommes attachés au principe de liberté et au respect des droits fondamentaux de nos compatriotes. Non, mais ce n'est pas la seule actualité qui fait jaser au pays actuellement. Oui. Mais au moment où on attendait que les députés se penchent sur le fameux code électoral
avec toute l'envie que vous nourrissez pour qu'on y retouche, Oui. nous avons été secoués par une autre actualité. C'est une tentative de coup d'État. Oui, nous avons appris, le Bénin s'est réveillé ce 23 septembre avec cette stupeur que voilà, il y a eu une s'il faut, parce que les termes ici sont précis, il y a un complot contre la sûreté, voilà, supposé complot contre la sûreté de l'État. Je crois que ce qu'il faut dire essentiellement, ce que nous, il faut d'abord noter que le MPL a réagi déjà. Alors, quelle a été votre position par rapport à cette supposée affaire de coup d'État? Alors, Madame Nasrine, voilà, c'est clair pour le MPL que la seule voie pour accéder au fauteuil présidentiel ou à quelque responsabilité, c'est les urnes. Okay. C'est les urnes. Tout autre moyen étant illégal, nous ne nous souscrivons pas. Et en pareille occurrence, il n'est pas superflu de rappeler que depuis, notre pays a beaucoup souffert de coups d'État et autres. Les plus jeunes peut-être ne vont pas savoir de quoi nous parlons, mais de 63, après les indépendances, de 63 jusqu'à 72, c'est une kyrielle de coups d'État qui a créé une instabilité, un climat d'instabilité qui n'est pas favorable au développement, à la construction d'une nation. Les plus jeunes, ceux qui sont, je vais dire, par exemple, ceux qui sont nés après 90, ont vu jusqu'à ce jour un pays stable. Un pays où on ne change les dirigeants qu'après des élections. Ça, il faut dire que c'est un acquis. Et il faut remercier nos aînés, remercier les forces de défense et de sécurité pour cette discipline que nous nous sommes donnée depuis 90. Alors, à partir de ce moment, si on se réveille un jour et on entend, complot, vous convenez avec moi que des acteurs politiques comme nous ne pouvons que fustiger ça. Bon, en attendant maintenant de voir les dessous, parce qu'au Bénin, c'est les affaires qui se succèdent au contour assez flou et on ne peut pas dire en attendant, l'affaire évidemment est aujourd'hui pendante devant les juridictions, donc nous attendons que les enquêtes nous révèlent les tenants et les aboutissants de ce qu'on met dans complot. Vous avez déjà mis le pied dans le plat, hein? C'est là, nous sommes en fin de mandat, il y a complot, il y a des procès, et il y a 10 ans, nous avions vécu à peu près la même chose. Et comment est-ce que vous appréciez toutes ces affaires judiciaires qui marquent la fin des mandats depuis 10 ans, je veux dire? Oui, écoutez, voyez-vous, lorsque un régime arrive en fin de mandat, il y a toujours cette fébrilité, comment je vais dire, ce sentiment de fin d'une époque qui agite les différentes sensibilités qui composent, qui ont géré le pays. Je peux dire que peut-être c'est même humain, mais au-delà de tout ça, il faut que les responsables à divers niveaux, qui ont la charge de gérer notre pays, puissent mettre au devant l'intérêt supérieur de nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, depuis quelques jours maintenant, c'est ce qui anime l'actualité. Alors que les Béninoises et les Béninois ont de sérieux problèmes existentiels qui devrait être la préoccupation première de nos dirigeants. Il faut parler de la cherté de la vie. Cherté de la vie, évidemment. Et c'est ce que nous avons, notre parti n'a pas manqué de préciser ça dans notre communiqué. Au lieu qu'on nous distrait à nous parler de supposés complots et coups à suffisance, je pense qu'il est utile et de leur devoir en fin de mandat en ce moment de nous faire le point de ce qu'ils ont pu faire, des réponses qu'on a pu apporter. Il y a des redditions de comptes qui nous renseignent quand même d'une certaine façon. Les redditions de comptes ont changé la vie chère dans Cotonou et dans nos villages. Vous avez évoqué le fait qu'ils doivent rendre compte, c'est pour ça le compte rendu que nous, jeunes, nous attendons d'eux, c'est de nous dire, sur les 40 000 nouveaux diplômés
que nos écoles de formation versent chaque année sur le marché du travail, combien arrivent à trouver d'emplois? Sur les 80% aujourd'hui que composent les AME du personnel éducatif, quand est-ce qu'on veut les reverser et améliorer réellement leurs conditions de vie? C'est des réponses à ces préoccupations que nous attendons. Cela suppose que le MPL a quand même prévu des choses. Des réponses à ces problèmes. Absolument oui. Absolument oui. Mettre en application au cas où il accéderait au pouvoir. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, les Béninois n'arrivent pas à se soigner. Or, dans un pays qui se respecte, d'un pays sérieux, il est quasi impossible à tous les citoyens d'avoir les moyens de se payer le coût des soins de santé. On a parlé d'assurance maladie universelle. Aujourd'hui, on a dit qu'on est dans une phase d'expérimentation. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? 10 ans après, ou 8 ans d'exercice du pouvoir, on n'a pas pu encore généraliser cette assurance. Il y a déjà à peine 20 mois qui restent là. Oui, à peine à 20 mois de la fin du régime. Déjà. On veut savoir où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre de l'assurance maladie. On veut savoir quelles sont en face des difficultés actuelles de nos mamans, de nos parents. Quelles réponses concrètes le gouvernement apporte à ça? C'est cette question qui devrait... la question, est-ce que vous prévoyez quand même travailler dans la continuité de ce qui existe? Parce que à la fin de l'autre régime, nous étions au RAMU, je crois très bien. Exactement. Et avec le nouveau régime, c'est un autre mot qui est venu. Oui. Et ça, on a brisé. Et là, je vais dire, le système qui était en place pour amener autre chose qui n'a pas encore abouti et on est en train de partir. Cette rupture, c'est un problème quand même. Est-ce que vous travaillez quand même dans le sens de la continuité pour qu'on ne recrée pas le Bénin à chaque nouveau mandat? Merci, M. Kal. Vous touchez vraiment une préoccupation qui est essentielle pour nous. Il faut que lorsqu'un régime finit et un autre s'installe, qu'on puisse capitaliser ce qui est bien, avancer là-dessus, ne pas chercher à réinventer la roue. Moi, je suis peiné que sur la question de l'assurance maladie, vous ne l'avez pas si bien dit. Même le général Kérékou, en passant... Je n'ai pas voulu aller plus loin. En passant service au président Yahi Boni, avait déjà démarré la mise en œuvre d'une assurance maladie. Si vous vous souvenez, oui, on avait remis déjà des cartes, même à un certain nombre de émigrants. Oui. Bon, ça... Et le président Yahi est venu 10 ans après. Bon, on a essayé de dire qu'il faut revoir ça, mais on n'a pas pu mettre ça en œuvre. Est parti. On vient maintenant à 20 mois de la fin d'un autre cycle de 10 ans. On n'a pas pu encore mettre ça en œuvre. Effectivement, il faut que les politiques publiques aient le souci de la continuité lorsque les fondamentaux sont bien posés, lorsque les choses sont bien faites, que ceux qui viennent ne cherchent pas à remettre tout en cause du bout en blanc pour qu'on soit dans l'éternel recommencement sans jamais rien faire. Nos compatriotes en souffrent. Ok, monsieur Tebe, nous n'avons pas vu le temps passer. Hein. Il paraît qu'il est déjà l'heure, nous avons fini cette émission. Mais nous n'allons quand même pas vous couper l'herbe sous les pieds. On a bien démarré, nous devons bien finir. Et quel message avez-vous de particulier à l'endroit de la classe politique béninoise à cet instant précis, compte tenu de l'actualité nationale et des perspectives prochaines? Non, d'abord, je vais d'abord dire tous mes voeux d'espoir à nos concitoyennes et nos concitoyens pour dire qu'en dépit des difficultés de l'heure, il faut que nous puissions garder espoir que le Bénin va toujours se porter mieux, traverser les difficultés pour tomber dans un avenir meilleur. Et également aux militantes et militants du Parti Mouvement Populaire de Libération, de continuer par resserrer les rangs, de continuer par travailler la dynamique que nous avons engagée, de raffermir les structures de notre parti pour que nous puissions être en mesure d'affronter toutes les éventualités dans le cadre de ces élections générales de 2026, de continuer par travailler chacun et chacune dans nos contrées pour que nous puissions offrir au Bénin, à nos concitoyens en 2026, une alternative meilleure. Merci à vous, monsieur Tebe. Et ce matin, nous avons parlé un peu des perspectives des élections générales de 2026 en ce qui concerne le MPL. Vous nous avez rassuré que le MPL se porte bien
que vous êtes en train de recevoir actuellement de nouveaux adhérents à travers des partis qui ne se sont pas créés, mais qui préfèrent venir sous votre bannière pour pouvoir mener le combat politique. Et vous êtes en train de faire autant que vous pouvez pour cerner le territoire national dans le but de pouvoir réaliser les scores pour pouvoir lever des sièges pour aux prochaines élections. Et vous vous sentez un parti politique de l'opposition et vous estimez que on devrait ouvrir un peu plus et permettre à tous les partis politiques de pouvoir quand même venir s'installer pour parler au nom de ce peuple. Vous avez invité la classe politique à se focaliser un peu plus sur la préoccupation des Béninois et laisser de côté les complications juridiques et autres qui peuvent menacer un peu la paix. Vous avez souhaité que le code électoral soit retouché assez tôt pour que cela puisse permettre d'avoir des élections beaucoup plus inclusives en 2026. Et vous avez fini en remerciant tous les membres du MPL pour l'effort quotidien qui se fait. Et vous avez prié tous les Béninois de garder espoir que le meilleur reste à venir, qu'on ne peut pas laisser tomber le pays parce que ça ne va pas. Il faudrait que les gens fassent preuve de courage et continuent à s'investir pour que nous puissions espérer un Bénin meilleur. Est-ce que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos ce matin? Oui, assez bien, M. Karl. Merci infiniment, Monsieur Tébé, Expérience, d'avoir fait cet exercice avec nous et d'avoir apporté toutes ces informations à nos auditeurs, à nos internautes et surtout pour avoir affirmé la position du mouvement populaire de libération. Infiniment merci. Je vais vous dire merci. Je vais te dire d'abord merci à toi, Nasrine, pour m'avoir vraiment accompagné dans cet exercice. Merci à tout le monde ici, les cadreurs Ulrich, Madame Ruth, à la technique et tous les autres. Et je vais remercier tous nos amis internautes qui sont fidèles de cette émission et qui l'ont suivi encore ce matin. Je vous dis merci et je vous souhaite un agréable mois d'octobre. C'est un mois béni. Jouissez de ce mois, investissez pour votre pays, consommez béninois, nous en avons besoin pour progresser, mais aimez le pays plus que tout, faites tout pour préserver la paix au Bénin, investissez pour que notre économie puisse mieux se porter, nous n'avons pas besoin de courir pour aller à l'extérieur, un peu d'amour pour ce pays et tout ira bien. Merci à vous, portez-vous bien et à dimanche prochain.